La femme est un animal aux cheveux longs et aux idées courtes. Oui, c'est une phrase brutale, tranchante comme du verre brisé. Et aujourd'hui, à juste titre, profondément méprisée, considérée comme l'incarnation même de la misogynie philosophique. Elle émane de la plume d'Arthur Schopenhauer, le grand pessimiste de la philosophie allemande, un homme dont la vision du monde était aussi sombre que son intellect était brillant. Mais avant de le rejeter comme un simple misogyne aigri, ce qu'il fut peut-être en partie, arrêtons-nous un instant. Car derrière l'insulte facile, derrière la généralisation blessante, se cache une vérité bien plus inconfortable, une vérité qui résonne dans les replis silencieux de l'expérience masculine. Schopenhauer, soutiennent certains, ne haïssait pas les femmes en soi. Il haïssait la dynamique du désir. Il haïssait la manière dont l'amour romantique, ou ce qu'il considérait comme son illusion, l'avait fait se sentir impuissant, secondaire, remplaçable. Et derrière son amertume, son cynisme quasi pathologique envers le sexe féminin, palpite une question que beaucoup d'hommes, à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, osent à peine formuler à voix haute, par peur de paraître faible, possessif ou pire encore, aigri. Pourquoi semble-t-elle toujours vouloir quelque chose de plus? Pourquoi, même lorsqu'il semblait y avoir de l'amour, une connexion, un engagement, peut-il arriver un jour où elle vous quitte pour un autre? Et pourquoi cet autre, si souvent, semble-t-il incarner certaines qualités spécifiques? Plus grand, plus prospère, plus sûr de lui, plus dominant, plus quelque chose que vous sentez ne pas être ou ne pas posséder. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces eaux troubles. Nous allons parler de l'hypergamie, ce concept si polémique. Nous allons parler du pouvoir silencieux qui réside dans le choix féminin. Et nous allons parler surtout du ressentiment masculin qui, tel une ombre, accompagne souvent ces dynamiques. Un ressentiment qui peut empoisonner l'âme s'il n'est pas compris et affronté. Pour comprendre la vision de Schopenhauer sur les femmes et l'amour, il faut d'abord saisir le noyau de toute sa philosophie. Le concept de la volonté de vivre, Will zum Leben. Pour lui, la réalité ultime n'est ni la raison, ni Dieu, ni la matière. C'est une force aveugle, irrationnelle, insatiable, une sorte d'élan cosmique qui anime tout ce qui existe, de la pierre à la plante, l'animal et l'être humain, à s'accrocher à l'existence, à se perpétuer, à continuer d'être. Cette volonté est la source de tout désir et, par conséquent, selon Schopenhauer, la source de toute souffrance. Car désirer, c'est manquer, et la volonté n'est jamais satisfaite. Dans ce schéma sombre, l'amour romantique, cette expérience que poètes et artistes ont glorifiée pendant des siècles, n'est pas une connexion spirituelle sublime, ni la rencontre prédestinée de deux âmes sœurs. C'est quelque chose de bien plus cru et, pour Schopenhauer, de bien plus sinistre. C'est un piège biologique. Une tromperie ingénieuse, orchestrée par la volonté de vivre pour accomplir son unique véritable dessein, la reproduction de l'espèce. Et c'est là que réside l'ironie la plus cruelle pour l'individu amoureux. Vous, immergé dans ce tourbillon d'émotions, vous croyez choisir librement votre bien-aimé pour ses qualités uniques, pour son sourire, pour son intelligence, pour la façon dont elle vous fait sentir. Vous croyez que votre amour est une expression de votre individualité la plus profonde. Mais Schopenhauer vous dirait « illusion ». Ce n'est pas vous qui choisissez. Ce n'est pas votre moi conscient, votre personnalité, votre âme qui prend la décision. C'est l'espèce qui choisit, la volonté opérant à travers vous, utilisant vos sentiments comme appât pour assurer la combinaison génétique la plus avantageuse pour la prochaine génération. Et quand une femme, toujours selon la froide logique schopenhauerienne, choisit un homme, son choix, bien qu'il puisse être déguisé en affection, admiration ou compatibilité,
est fondamentalement guidée par un calcul instinctif, souvent inconscient. Elle ne pense pas primordialement à la bonté de son âme, à sa tendresse innée ou à la profondeur de leur conversation. Son instinct est guisé par des millions d'années d'évolution, mesure, compare, évalue avec une précision implacable. Les questions silencieuses que sa nature lui pose sont: cet homme peut-il nous protéger, moi et notre future descendance, des dangers du monde? A-t-il la capacité, les ressources, la force pour assurer la sécurité matérielle? Possède-t-il les qualités physiques et mentales, santé, vigueur, intelligence, statut, qui assureront un bon héritage génétique à mes enfants? Voilà, pour Schopenhauer, le moteur caché, le véritable mécanisme derrière l'attraction et l'amour féminin. Une stratégie de survie implacable, dictée non par le cœur individuel, mais par l'impératif biologique de la volonté de vivre. Et cette stratégie, cette tendance observée, porte un nom qui suscite aujourd'hui autant de débats que d'inconfort: l'hypergamie. L'hypergamie. Définissons-la sans embâge, c'est la tendance, observée statistiquement dans de nombreuses cultures et à travers l'histoire, des femmes à rechercher et à s'unir avec des hommes possédant un statut social, économique, ou certaines qualités perçues comme supérieures: force, intelligence, domination, attrait, égales ou supérieures aux leurs. Le terme en lui-même n'est pas un jugement moral. Il n'est pas intrinsèquement une insulte. C'est à l'origine une description sociologique et anthropologique d'un schéma comportemental. Mais même s'il s'agit d'une observation statistique, cela fait mal. Et cela fait profondément mal à de nombreux hommes. Cela fait mal parce que, si vous êtes un homme, il est fort probable qu'à un moment de votre vie, vous en ayez ressenti le fil. Peut-être cela vous est-il arrivé. Vous avez tout donné dans une relation. Vous avez été loyal, affectueux, attentionné. Vous vous êtes efforcé d'être un bon partenaire, de prendre soin, de soutenir, de construire quelque chose ensemble. Vous avez mis votre cœur et vos ressources sur la table. Et un jour, peut-être brusquement, peut-être après un lent refroidissement que vous n'avez pas su déchiffrer, elle s'en va. Elle vous quitte. Et le coup est encore plus dur lorsque peu de temps après, vous la voyez avec un autre homme. Et cet autre homme est rarement perçu comme inférieur à vous sur les aspects tout que la société, et peut-être cet instinct primordial, valorise. Il est souvent plus grand, ou plus musclé, ou plus brillant dans sa carrière, ou plus sûr de lui, ou il a plus d'argent, ou il projette une image de plus grand pouvoir ou de domination. Il est plus quelque chose que vous, apparemment, n'étiez pas ou n'aviez pas en quantité suffisante. La question qui vous ronge alors est: était-ce une trahison personnelle? Était-ce un manque de loyauté, un acte d'égoïsme, une manipulation calculée? Ou était-ce quelque chose de plus impersonnel, de plus instinctif? Était-ce simplement la sélection naturelle en action? Schopenhauer, depuis sa tour de pessimisme philosophique, vous offrirait une réponse désolante, mais cohérente avec son système. Ce fut la volonté. Ce ne fut pas elle, dans un sens purement individuel et conscient, qui vous a rejeté. Ce fut l'espèce, utilisant son corps, ses émotions et ses instincts comme véhicule, qui a opté pour un meilleur parti génétique ou social afin d'assurer sa propre perpétuation. Elle, comme vous, ne serait qu'une marionnette entre les mains de cette force aveugle. Est-ce une vision injuste, réductionniste, qui nie la capacité d'agir et la complexité émotionnelle des femmes? Pour de nombreux critiques, sans aucun doute, mais pour Schopenhauer et pour certains hommes qui ont vécu le rejet de cette manière, cela peut sembler douloureusement réel. Presque toujours, murmurerait le philosophe. Et c'est précisément ici, au carrefour du rejet,
de la comparaison défavorable, du sentiment de ne pas être suffisant que naît le ressentiment masculin. Ce poison silencieux, amer, que tant d'hommes avalent lorsqu'ils ne sont pas choisis, lorsqu'ils sont écartés, lorsqu'ils voient que tous leurs efforts, tout leur être, ne suffisent non pas à retenir l'affection ou le désir de la femme qu'ils aiment ou désirent. C'est sur ce terrain marécageux que la philosophie de Schopenhauer devient particulièrement dangereuse et où sa propre biographie, marquée par une relation conflictuelle avec sa mère, femme indépendante et sociable, et par plusieurs déceptions amoureuses, semble teinter sa pensée. Car Schopenhauer, au lieu de traiter sa propre douleur, sa propre blessure narcissique de ne pas être élu, semble l'avoir transformée en un mépris généralisé envers le genre féminin. Ses écrits sur les femmes sont truffés d'affirmations cinglantes, de généralisations insultantes et d'une amertume qui transcende la froide analyse philosophique. Mais, et c'est là la clé pour comprendre la pertinence dérangeante de Schopenhauer aujourd'hui, bien que sa vision explicite de la femme soit exagérée, caricaturale et profondément misogyne, le sentiment qui la motive ne naît pas nécessairement de la haine pure et abstraite. Il naît en grande partie de l'humiliation, de l'expérience viscérale et douloureuse de ne pas être considéré comme suffisant, d'être comparé et jugé déficient, d'être remplacé par quelqu'un perçu comme meilleur. C'est le cri étouffé de l'ego blessé. Ce ressentiment masculin, produit de la blessure hypergamique, réelle ou perçue, se manifeste rarement ouvertement par des larmes ou de la vulnérabilité. Nous vivons dans une culture qui pénalise encore l'expression émotionnelle masculine. Alors, il se cache, il se déguise, il adopte le masque du cynisme. Toutes les femmes sont les mêmes. Au fond, elles ne s'intéressent qu'à l'argent et au statut. L'amour est une stupidité. Il ne faut jamais tomber amoureux. Il se réfugie dans la généralisation défensive, dans la dureté feinte, dans des communautés en ligne où l'écho de l'amertume se renforce mutuellement. Mais si l'on gratte sous cette surface cynique, ce que l'on trouve souvent, ce n'est pas de la haine pure, mais de la douleur. Une blessure profonde et non cicatrisée. On trouve des hommes qui ont aimé sincèrement, mais n'ont pas reçu en retour l'amour qu'ils espéraient. Des hommes qui ont pris soin, protégé et subvenu aux besoins, mais n'ont pas été désirés avec la même intensité. Des hommes dont l'aspiration la plus fondamentale, être choisis, être vus, être valorisés pour ce qu'ils sont, a été frustrée. Et cette frustration, si elle n'est pas correctement canalisée, pourrit et se transforme en ressentiment. Alors, tout cela signifie-t-il que les femmes sont intrinsèquement mauvaises, calculatrices, intéressées, comme Schopenhauer semblait le suggérer dans ses pires moments? Pas nécessairement. Une interprétation alternative, moins chargée de jugement moral, est qu'elles sont, en moyenne et sur certains aspects de la sélection du partenaire, profondément pragmatiques. L'hypergamie, vue sous cet angle, ne serait pas un crime moral ni une preuve de superficialité féminine, mais une stratégie de survie et d'optimisation reproductive profondément ancrée, forgée sur l'enclume de millions d'années d'évolution. Ce n'est pas nécessairement un choix conscient et machiavélique dans la majorité des cas, mais une inclination instinctive. Pensons à l'environnement ancestral, à la préhistoire, où la survie était une lutte quotidienne et brutale. Une femme qui choisissait un compagnon faible, incapable de la protéger des prédateurs ou de fournir des ressources en temps de pénurie, mettait non seulement sa propre vie en danger, mais aussi celle de sa descendance. Choisir vers le haut. L'homme le plus fort, le plus habile, avec le plus grand statut au sein du groupe, n'était pas un luxe, c'était une nécessité vitale. Cet instinct de rechercher la sécurité, la provision et de bons gènes chez un partenaire masculin s'est gravé dans la psyché féminine. Aujourd'hui, bien sûr, le contexte a radicalement changé.
nous vivons dans des sociétés beaucoup plus sûres et complexes. Mais les instincts fondamentaux, bien que modulés par la culture et la raison, ne disparaissent-ils pas du jour au lendemain? Ce radar primordial est toujours là, opérant en arrière-plan, même si les dangers ont changé de forme. Peut-être le risque n'est-il plus le tigre à dents de sabre ou la famine imminente. Peut-être que maintenant, le risque perçu par cet instinct est la médiocrité, le manque d'ambition, la pauvreté émotionnelle, la stagnation existentielle, l'homme qui n'évolue pas, qui ne se remet pas en question, qui n'a pas de direction claire dans la vie. C'est pourquoi, nous suggère cette perspective inconfortable, il ne suffit souvent pas d'être simplement un gentil garçon. Il ne suffit pas d'être aimable, loyal et bien intentionné. Il ne suffit même pas, parfois, de l'aimer profondément. Pour éveiller et maintenir le désir féminin à long terme, cette composante plus viscérale est moins négociable que l'affection ou la compagnie. Un homme a besoin d'incarner quelque chose de plus. Il a besoin d'être perçu comme compétent, comme quelqu'un qui progresse, qui a un but, qui représente un certain défi. Non pas nécessairement parce qu'elle est intéressée, dans un sens matérialiste vulgaire, mais parce que son désir le plus profond, tout comme le désir masculin pour la jeunesse et la fertilité, semble également être guidé par des impératifs biologiques qui transcendent sur le choix purement rationnel ou sentimental. Elle veut sentir qu'elle est avec quelqu'un qui la pousse vers l'avant, non qui la tire vers le bas ou la maintient au même endroit. Si nous acceptons, ne serait-ce que partiellement, la prémisse qu'il existe une tendance hypergamique dans le désir féminin, que peut faire un homme pour ne pas tomber dans le puits du ressentiment schopenhauerien? Comment guérit-on cette blessure? Le premier pas, et le plus difficile, est d'accepter la réalité telle qu'elle semble être, sans l'édulcorer avec un idéalisme romantique ni l'empoisonner de cynisme. Accepter la possibilité de l'hypergamie ne signifie pas se résigner à être une victime passive de la biologie. Cela signifie commencer à comprendre les règles sous-jacentes du jeu de l'attraction et du désir entre les sexes. Vous pouvez passer votre vie à maudire la pluie parce qu'elle contrarie vos plans, ou vous pouvez apprendre à construire des canaux, des barrages, à utiliser cette eau à votre avantage. De la même manière, un homme peut passer sa vie à être aigri par la nature du désir féminin, se sentant victime de ses critères sélectifs, ou il peut comprendre cette dynamique et l'utiliser comme carburant pour sa propre croissance. Et ici, Schopenhauer, malgré sa misogynie, nous offre indirectement une piste vitale, bien qu'il ne l'ait pas toujours suivie lui-même. La solution à la douleur du rejet et de l'insuffisance n'est pas de haïr ou de mépriser les femmes. Elle n'est pas non plus d'essayer de les manipuler ou de les complaire servilement. La solution réside dans un changement radical d'approche. Cesser de chercher la validation externe et commencer à la construire de l'intérieur. Voici le plus important. N'entrez pas en compétition obsessionnelle avec d'autres hommes pour l'approbation ou le désir féminin. C'est une course épuisante et souvent humiliante qui vous place dans une position de besoin. Au lieu de cela, entrez en compétition féroce avec votre version d'hier. Concentrez-vous sur votre propre développement intégral. Dans quel domaine pouvez-vous grandir? Pouvez-vous devenir physiquement plus fort et en meilleure santé? Pouvez-vous cultiver votre intelligence, acquérir de nouvelles compétences, lire davantage, apprendre davantage? Pouvez-vous développer votre intelligence émotionnelle, apprendre à gérer vos impulsions, à mieux communiquer, à être plus résilient face à l'adversité? Pouvez-vous trouver un but qui vous passionne, une mission qui donne une direction à votre vie au-delà de la recherche d'une partenaire? Pouvez-vous construire votre indépendance économique et votre stabilité? Car il se produit quelque chose de paradoxal. Lorsqu'un homme se concentre véritablement sur sa propre croissance,
lorsqu'il s'efforce de devenir la meilleure version de lui-même. Non pour impressionner les autres, mais par engagement envers lui-même, il commence à irradier une qualité différente. Il devient plus sûr de lui, plus centré, plus compétent, plus libre du besoin d'approbation externe. Et cette authenticité, cette maîtrise de soi, est profondément attirante. Vous n'avez pas besoin de supplier pour obtenir de l'amour ou du désir. Vous commencez à l'attirer naturellement. Et si, malgré tout, l'amour ou la partenaire désirée n'arrive pas, ou si une relation se termine, le coup ne vous anéantit pas complètement. Parce que votre sentiment de valeur ne dépend plus exclusivement du fait d'être choisi par une autre personne. Votre centre de gravité est en vous. Le véritable surhomme, et ici nous pouvons emprunter l'idée à Nietzsche, qui admirait et critiquait à la fois Schopenhauer, n'est pas celui qui accumule les conquêtes féminines pour valider son ego fragile. C'est celui qui se conquiert lui-même, celui qui domine ses propres faiblesses, peurs et ressentiments. Revenons à la prémisse initiale. Elle veut quelque chose de mieux. Toujours, à un certain niveau instinctif, il semble y avoir un radar qui cherche l'optimisation, l'amélioration, que ce soit en termes de statut, de sécurité, de génétique ou de vitalité. Mais au lieu de voir cela comme une trahison inhérente, comme une condamnation à l'insuffisance masculine, pourrions-nous le réinterpréter? Pourrions-nous le voir, non comme une menace, mais comme une invitation? Une invitation implicite à ce que vous, en tant qu'homme, vouliez aussi quelque chose de mieux pour vous-même. Un appel à ne pas vous contenter, à ne pas stagner dans le confort ou l'autosatisfaction. Quelle est cette tendance ne signifie pas que vous deviez vivre sous la tyrannie de son jugement potentiel ou de ses comparaisons. Cela signifie que vous avez aussi la responsabilité et l'opportunité d'aspirer à votre propre grandeur, quelle que soit votre définition de celle-ci. Non pas pour la retenir à tout prix, ce serait retomber dans la dépendance, mais pour vous-même, pour construire une vie riche, significative et autonome. Ne mendiez pas l'amour. Ne vous accrochez pas par peur de la solitude. Ne haïssez pas ce que vous ne pouvez posséder ou contrôler. Travaillez sur vous. Construisez votre propre royaume intérieur. Et oui, elle peut partir. Elle peut vous comparer à d'autres. Elle peut juger vos défauts ou vos échecs. C'est sa prérogative, une partie de la douloureuse liberté de l'autre. Mais vous aussi, vous pouvez vous regarder dans le miroir chaque matin et décider de travailler à devenir un homme si complet, si maître de lui-même, si ancré dans votre propre valeur, que l'abandon ne soit plus votre plus grande crainte. Car la vraie confiance, celle qui est magnétique, ne n'est pas de savoir que vous ne serez jamais abandonné. Cela est impossible à garantir. Elle naît de savoir que, même si cela arrivait, vous survivriez, que votre monde ne s'effondrerait pas, que vous avez les ressources internes et externes pour aller de l'avant, pour vous reconstruire, pour continuer à grandir. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque votre bonheur et votre sentiment de valeur ne dépendent pas précairement du fait d'être choisi ou approuvé par une femme ou par quiconque, c'est alors que, ironiquement, vous devenez plus désirable. Parce que la liberté est attirante. La possession de soi est attirante. L'absence de besoin désespéré est attirante. Et vous, qui avez écouté ceci jusqu'au bout? Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de ne pas être suffisant pour quelqu'un? Avez-vous souffert de ne pas être considéré comme le meilleur parti sur le marché complexe du désir? Avez-vous porté en silence le poison du ressentiment? Ou avez-vous trouvé le moyen de transformer cette blessure en un moteur pour grandir, sans rancœur, sans amertume? La réponse n'est pas simple et le chemin est personnel. Je vous invite à y réfléchir et, si vous le souhaitez, à partager vos pensées dans les commentaires.
Et si ce voyage à travers les idées inconfortables de Schopenhauer vous a confronté, peut-être voudrez-vous continuer à explorer. Non pour trouver des coupables, ni pour nourrir de vieilles rancœurs, mais pour comprendre. Pour nous comprendre. Parce que comprendre la nature complexe et souvent contradictoire du désir humain est une part fondamentale de la compréhension de nous-mêmes. Merci de votre écoute. C'était encore une fois votre miroir intérieur.